Bonjour, bonjour à tous. Heureux de vous retrouver. Pour ceux qui ont déjà assisté à des webinaires de chez nous, bienvenue à ce dernier webinaire avant l'été. On va attendre peut-être une ou deux minutes, voilà, le temps que les gens se connectent. On voit que c'est en train d'arriver. Alors, je ne sais pas si, pour ceux qui ne connaissent pas trop le principe de Livestorm, hein, qui est l'outil qu'on utilise pour ce webinaire, vous avez la possibilité de poser des questions pendant toute la durée de la session et de voter pour des questions posées par d'autres participants, mais qui vous semblent intéressantes et que vous voudriez qu'on aborde en fin de session, sachant qu'on va prendre alors 30-35 minutes de présentation à peu près, un peu magistrale, voilà. Et puis, on essaiera de garder une quinzaine de minutes pour répondre à vos questions si vous en avez à la fin. Donc, voilà. Mais n'hésitez pas à les poser pendant la session, c'est-à-dire au moment où elles vous viennent. Et puis, ça laissera la possibilité aux autres personnes de voter pour nous signifier qu'elles aimeraient bien qu'on en parle. Donc, voilà, on va donc encore une minute de plus. Et puis, on va bientôt y aller. Ouais, il y a encore des gens qui se connectent. Donc, bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints. On est bon, ouais, il est 11h02. On va y aller. Alors, allons-y. Bonjour à tous une nouvelle fois. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est de parler de la Customer Data Platform. Donc, encore une fois, on va prendre 30-35 minutes pour évoquer ce sujet-là. L'idée, c'est de reprendre vraiment les basiques, donc pas aller dans trop de détails éventuellement techniques autour de ce sujet-là. C'est vraiment brosser un tableau, on l'espère le plus complet possible, de ce sujet dont on parle de plus en plus, hein, pour être honnête, depuis, on va dire, 1 an et demi, 2 ans, bien que le sujet existe depuis plus longtemps. La Customer Data Platform, ça rejoint quand même pas mal de préoccupations chez nos clients, chez les annonceurs de manière générale, et également chez les clients, les utilisateurs, les consommateurs, on en parlera. Donc voilà, l'idée c'est pas de rentrer dans trop de détails techniques, mais de vous brosser un tableau le plus exhaustif possible, le plus complet autour de ce sujet-là, vous donner aussi un peu la vision autour de l'expérience qu'on a eue avec nos clients, et puis pour vous puissiez en tirer un peu de valeur, pourquoi on en parle autant et qu'est-ce qu'on peut espérer d'une Customer Data Platform. Voilà dans les grandes lignes. Je suis accompagné de Eugénie, donc moi je suis Benoît Gilioc, je m'occupe d'un parc client d'une quarantaine de clients environ chez Commanders Act, que j'accompagne sur l'ensemble des thématiques, et pour beaucoup je les accompagne à mettre en œuvre et à tirer le meilleur de la Customer Data Platform, et je suis accompagné de Eugénie. Bonjour à tous, bienvenue. Eugénie qui commercial chez nous également. Je te laisse la main. Voilà, merci beaucoup Benoît. Oui, tout à fait, je suis en charge du développement commercial de Commanders Act sur l'ensemble de nos offres. Donc, pour vous en dire plus sur Commanders Act, pour ceux qui nous connaîtraient un petit peu moins, on a 10 années d'expérience aujourd'hui, on est français, nous sommes basés en France, avec également des bureaux dans d'autres pays comme en Allemagne, en Italie et en Espagne. Donc aujourd'hui, on a à peu près 70 collaborateurs partout dans le monde et nous équipons avec l'ensemble de nos solutions environ 450 clients, voire plus, ce qui évidemment est très positif pour nous puisque nos offres intéressent vraiment beaucoup d'annonceurs. Au niveau vraiment de ce que l'on propose, c'est vraiment de pouvoir accompagner les équipes marketing de l'acquisition à la conversion dans un contexte omnicanal, tout en étant user-centrique. Donc, qu'est-ce que cela signifie un peu plus en détail? Eh bien, c'est que nous proposons un ensemble de solutions en mode SaaS qui sont compatibles entre elles et qui sont extrêmement cohérentes, notamment sur les aspects de Customer Data Platform. Donc, la première solution, c'est Trust Commander. Donc, Trust Commander, qui est notre Consent Management Platform. Donc, c'est une CMP dans le jargon un petit peu Martech. Donc, une CMP qui est tout à fait compatible, hein, bien évidemment, avec ce que demande la CNIL en termes de recommandations. Donc, compatible aussi bien au niveau, bien sûr, des bandeaux que l'on peut proposer, mais également par rapport à tout ce qui est export des preuves des consentements,
qui est évidemment inclus d'office dans notre solution, et puis également des rapports très précis que l'on propose, notamment en termes de visiteurs. Donc pour vraiment avoir une vision du nombre de visiteurs qui vont avoir accepté ou non de recevoir des cookies, enfin de déposer des cookies. Donc ensuite, si on poursuit un petit peu sur nos offres, on a également un TMS, donc un Tag Management System, qui s'appelle Tag Commander, hein, donc c'est notre ancien nom pour ceux qui nous connaissent depuis longtemps. Donc un TMS qui permet de poser évidemment beaucoup plus facilement les tags sur votre site web ou votre application mobile, via un système de conteneurs et puis d'orchestration que l'on peut faire au niveau du déclenchement des tags. Donc les deux solutions, hein, Trust et Tag, fonctionnent bien sûr très bien entre elles, puisque une fois qu'une personne va avoir donné son consentement à des cookies, eh bien la CMP va communiquer en temps réel avec le TMS pour que les tags puissent bien être déclenchés et que les cookies puissent être bien déclenchés, évidemment. Sur cette partie Tag Commander, on a vraiment développé une offre server-side qui permet d'aller un petit peu plus loin une fois que les cookies tiers ne sont plus possibles. C'est déjà le cas sur Firefox Safari, ça viendra bientôt sur Chrome, même si ça a été repoussé. Donc voilà, je me permets d'insister sur ce point puisque il faut savoir que GTM, qui est quand même encore beaucoup utilisé par les entreprises, sera bientôt payant, hein, bien sûr, avec cette offre server-side. Donc pensez peut-être à aller sur des solutions françaises comme les nôtres, hein, puisque voilà, nous ne réutilisons aucune donnée. Sur la partie Mix ensuite, donc Mix Commander, c'est vraiment l'outil qui permet d'identifier le parcours de visite d'un individu sur votre site web ou vos apps, donc d'une première visite jusqu'à une conversion. Et là, l'idée de cet outil, c'est vraiment d'identifier le Customer Journey en détail, de voir tous les touchpoints, de pouvoir faire de l'attribution, de pouvoir importer les coûts de vos campagnes aussi, hein, donc identifier vraiment le ROI de chaque canal, de chaque partenaire. Et puis, ces éléments peuvent évidemment être inclus aussi dans la CDP pour aussi avoir des notions de canal et de visite. On a ensuite Fuse Commander, donc Fuse Commander qui travaille automatiquement avec Mix, qu'on a vu juste avant, et avec Data. Fuse Commander, c'est notre RCU. Donc, si vous n'avez pas de RCU aujourd'hui au niveau de vos outils, ne soyez pas inquiets, parce que c'est vrai que c'est quand même important d'avoir un RCU quand on travaille la partie data et une CDP. Donc, on propose bien aussi un RCU qui vous permet de réconcilier les utilisateurs entre eux, d'unifier vos données et donc de savoir que moi, demain, si je visite votre site en utilisant mon mobile, demain, j'utilise mon desktop pro, après-demain, mon desktop perso, eh bien, je serai bien la même personne. Donc, ça a une vraie utilité, notamment sur tout ce qui va être ciblage, pour ne cibler qu'une personne au lieu de 3, par exemple. Et ensuite, vient Data Commander, hein, qui est la brique clé de notre CDP, qui permet de regrouper toutes les données au même endroit, donc toutes vos sources de données, que ce soit les données du CRM, les données de navigation, puisqu'on va poser un tag également sur votre site ou vos apps pour identifier la navigation en temps réel, les données CRM aussi, les données d'achat en magasin, les données catalogue produit, les données call center. Donc, on va regrouper tout ce qui peut vous être utile pour mener à bien vos use cases, pour ensuite réconcilier l'ensemble de ces données, ensuite créer des segments et puis activer ces segments en les envoyant vers des partenaires, vos partenaires email, vos partenaires display, vos partenaires push notification, les réseaux sociaux et autres. Donc, il y a vraiment une vraie cohérence. C'est pour ça qu'on se permet toujours de présenter ce slide en amont, même si on parle de CDP vraiment aujourd'hui, puisqu'il y a une vraie cohérence de l'ensemble de ces offres, puisque une vraie CDP, bien sûr, va intégrer des consentements, puisqu'on ne va pas pouvoir cibler avec du display, par exemple, quelqu'un qui n'aurait pas donné ce consentement. On a une partie tag, puisqu'on va déposer des tags et puis des données de campagne. Donc, on est vraiment très heureux d'être accompagné et d'accompagner un grand nombre d'annonceurs, vraiment tout secteur d'activité confondu. Donc là, vous envoyez quelques exemples. Donc, merci pour votre confiance. Mais nos offres peuvent bien être utilisées par tous les secteurs d'activité. Benoît, je te laisse la parole. Merci, Jenny. Alors, voilà, le webinaire a été monté sur un mode qu'on a appelé les incollades de la CDP. Je ne sais pas si vous vous rappelez un peu les grilles de questions quand on avait étant plus jeune. Le principe est le même. Donc, on a réfléchi à une dizaine de questions, 10 questions même exactement, pour bien comprendre ce que c'est une CDP, de quoi on parle, le différencier d'autres solutions et comprendre ce que l'on peut en attendre. Voilà la liste des questions. On va les prendre une par une et c'est moi qui vais commencer avec la partie définition. On a choisi celle du Gartner, sachant que sur le marché, on va trouver deux grandes associations, deux grands organismes qui essaient de formaliser le sujet. Le Gartner d'une part, et puis vous avez
une autre entité qui s'appelle le CDP Institute. Il y en a d'autres, hein, mais sont les deux dont on entend le plus parler. Donc, le CDP Institute est une association qui pareil, travaille autour de ces sujets-là. Donc, la définition du Gartner, elle est celle-ci. Donc, on vous l'a affichée. Donc, c'est une solution marketing qui aide l'entreprise à unifier ses données clients. Hein, dimension très importante. Ces données peuvent venir du marketing et d'autres canaux. C'est quand même majoritairement des données marketing qu'on va collecter à l'intérieur afin de permettre la modélisation client, donc dimension importante aussi, on y reviendra, pour au final optimiser à la fois le timing et le ciblage de ces messages et de ces offres. Donc on voit déjà à ce stade deux grandes dimensions, une dimension donc autour de la modélisation qui vise à comprendre des choses, on va parler de création de la vue 360 par exemple de ses clients, de ses prospects, et puis une dimension plus liée à l'activation, mais pas l'activation en tant que telle, mais l'activation on va dire intelligente ou cohérente, puisqu'elle va se faire dans un cadre à partir duquel on a cette fameuse vue 360 et une orchestration des différentes solutions qui vont faire cette activation. Le Gartner a, dans son marketing guide autour de la CDP, hein, ça fait une vingtaine de pages, donc ça c'est la définition à base de laquelle il part pour ensuite comment dire préciser un certain nombre de choses, et il y a notamment 3 dimensions qui sont particulièrement importantes à avoir en tête, qui vont résonner avec tout ce qu'on va vous dire pour la suite. Hein. La première, c'est qu'une CDP vise à faire un gros travail de réconciliation et de personnalisation, mais à l'individu. Voilà, on ne parle pas de cookies, on ne parle pas juste d'identifiants, on parle vraiment d'individus, avec cette idée d'enrichir des profils pour comprendre l'intégralité des interactions, des échanges et analyser ce qu'a fait cet individu par rapport à vous, votre marque, votre service. Donc, ça veut dire qu'on va collecter voilà, tout ce qui concerne des cookies, des emails, des numéros de téléphone, tout avec les consentements, bien sûr. Il y a une dimension d'omnicanalité, et par omnicanalité, on parle vraiment de digital, tous les canaux digitaux, et de offline. Donc, quand je suis retailer, par exemple, que j'ai des magasins physiques, ou que je suis une banque, que j'ai des agences physiques, je vais devoir être en mesure de réconcilier donc l'intégralité des interactions que j'ai avec mes clients, mes prospects, et les activations que je vais en tirer, à la fois sur le digital et le offline. Voilà. Et une dimension pas moins importante, qui est que les CDP ont été conçus au départ pour pouvoir être prises en main et pilotées par des populations qui ne seraient pas des populations éminemment techniques. Donc, on vise notamment des populations marketing, des gens qui sont vraiment métiers. Les CDP doivent permettre à des populations marketing de prendre la main sur le sujet, d'aller créer des nouveaux connecteurs, des segments, d'analyser les choses et de faire un certain nombre d'activations par elles-mêmes sans avoir à passer par un IT, par exemple. Elles doivent être autonomes sur ces aspects-là. Voilà pour la grande définition. Si vous voulez vous référer au marketing guide, vous verrez qu'il y a plein de détails en plus, mais on ne va pas aller dans ce niveau de précision à ce stade. Il est intéressant de constater que les CDP, depuis, donc j'ai dit en intro, 1 an et demi, 2 ans, on en parle de plus en plus. Alors, on parle des CDP en tant que tels, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont cristallisées autour du terme de Customer Data Platform, mais en vérité, ce sont toutes les thématiques qui sont adressées par les CDP qui, aujourd'hui, voilà, amènent beaucoup d'intérêt. Donc, on va parler de sujets autour de la CDP, mais aussi des sujets CDP-like, donc tous les sujets qui tournent autour de la personnalisation, de l'omnicanalité, de la vision transverse 360 de ses clients, etc., de l'activation intelligente, personnalisée, du one-to-one, etc. Bon, voilà. Toutes ces thématiques, on en parle de plus en plus et notamment dans le contexte actuel autour des contraintes sanitaires qui font qu'il y a énormément de choses qui se digitalisent encore plus et donc qui rendent encore plus aigus ces sujets-là. On peut y aller, merci. Et en fait, c'est pas s'il se trouve qu'on en parle de plus en plus en ce moment, c'est pas le fruit du hasard. Il y a vraiment un ensemble d'éléments qui font que le contexte est très favorable pour en parler. Alors tout d'abord, côté client, consommateur ou utilisateur, on n'a pas que des clients qu'on va adresser, ça peut être vraiment des utilisateurs qui n'ont pas forcément acheté quelque chose sur le site, mais voilà. On sent qu'il y a une exigence, mais et moi le premier, vous les premiers, de plus en plus forte autour de l'expérience qu'ils vont avoir avec la marque, autour de la cohérence aussi qu'il va y avoir. C'est-à-dire aujourd'hui, je sais pas, envoyer
une demande de parrainage ou une proposition de parrainage à un client qui utilise votre service alors qu'il vient, je sais pas, 2 jours avant de faire une plainte au SAV et de vous insulter parce qu'il n'était pas heureux ou il en a parlé sur les réseaux sociaux, ça, c'est plus possible. Donc, les consommateurs sont vraiment très exigeants là-dessus. Ils sont également très exigeants simplement sur l'expérience client. C'est-à-dire, ils veulent avoir du choix dans les produits qu'on va leur proposer. Ils veulent être livrés rapidement. Quand ils ont une question, ils veulent avoir une réponse très, très vite. Ils veulent avoir tous les détails possibles et imaginables sur votre service, vos produits. Ils deviennent très, très exigeants parce que le digital a apporté ce niveau d'exigence et énormément de possibilités en plus à l'ensemble des consommateurs. Donc, ils attendent énormément de la part des annonceurs et des entreprises de manière générale. Donc, pour s'adapter à ça, côté annonceur, du coup, alors il y a tout d'abord un besoin dans ce contexte d'optimiser, mais comme toujours, son ROI, son chiffre d'affaires, bon, bien sûr, surtout dans cette période qui est un petit peu compliquée, bon, pas pour tout le monde, mais quand même pour une bonne partie des gens. Si on reprend un exemple autour du retail, par exemple, voilà, c'est très compliqué en ce moment, pas besoin de vous faire un dessin. Et il y a des dimensions, enfin des choses qui deviennent plus difficiles à appréhender qu'elles ne l'étaient il y a plusieurs années, notamment le fait que le nombre de canaux se multiplie. Donc, on va avoir des interactions sur le on, sur le off. On va avoir le client va utiliser plusieurs devices, plusieurs navigateurs potentiellement. Donc, il va avoir une série d'identifiants, donc d'ID, qui vont se multiplier. Tout ça, il faut pouvoir le comprendre. Et derrière, il faut être capable de l'orchestrer, hein, donc capter toutes ces données pour mieux les utiliser derrière. Et on sent qu'il y a un vrai besoin, qui est un peu le minimum quand on met en place un projet de type CDP, qui est de réconcilier tout ce que j'ai dans mon CRM avec un parcours digital. Ça, c'est la base. Voilà. Et la CDP, c'est quand même un excellent moyen d'arriver à faire ça. Tout ça, ça se fait dans un contexte de raréfaction des données. Donc, voilà, le RGPD, le fait de devoir demander son consentement pour chaque activation fait que les données deviennent de plus en plus difficiles à collecter. Et paradoxalement, il y a les clients sont plus exigeants et dans le même temps, on leur donne plus de moyens de s'opposer à la fourniture des données. Donc, il faut pouvoir apporter des réponses sur ces aspects-là et on est là aussi pour vous aider. Il y a tous les enjeux des jardins clos en parallèle. Qui se font malheureusement et de la même manière assez paradoxalement de plus en plus aiguë avec le RGPD. Bon, voilà, c'est peut-être une opinion de notre côté, mais voilà, on sent que le RGPD a quand même renforcé un certain nombre de choses là-dessus, et notamment le phénomène autour des jardins clos, qui fait que les grands acteurs du digital aujourd'hui ont de plus en plus de données et veulent garder cette capacité à être les seuls à disposer de cette donnée-là. Voilà. Donc, il faut pouvoir y faire quelque chose. Donc, l'idée derrière, c'est pouvoir capitaliser un maximum sur les données qu'on va être capable de récupérer, ces données first notamment, sans faire confiance les yeux fermés à ces acteurs, on va être capable de les challenger. Donc, voilà, il y a un certain nombre d'initiatives autour de ça. Hein. Là, on parle de l'Unified ID, par exemple, une initiative qu'on pourrait qualifier d'open source pour essayer de pallier à ça. Et une CDP est un excellent moyen de se mettre en ligne par rapport à ça. Il faut prendre en compte la donnée de consentement. Donc, il ne faut pas juste mettre une CMP qui va activer et désactiver un certain nombre de choses. Le consentement, il faut être capable de le récupérer et de l'utiliser, donc le distribuer en interne aux différentes solutions qui vont en avoir besoin. Ça, c'est un énorme enjeu qu'on retrouve dans des thématiques des solutions autour des marketing preference center. Et on verra que une CDP peut jouer un rôle de marketing preference center. Et on va avoir une offre de marketing preference center, avant la fin de l'année. Et puis, il y a un autre point qui explique pourquoi on en parle autant, c'est que les technologies sont disponibles. Des outils qui se rapprochaient, on y reviendra, hein, de ce que peut faire une DMP ou qui avait à la base l'intention de faire des choses assez proches d'une CDP, pardon, étaient à l'époque construits sur des technologies comme voilà, les bases de données SQL, Oracle, pour ce qu'on veut, qui ne permettent pas d'avoir la même agilité qu'on peut avoir aujourd'hui avec des technos de type NoSQL et toute la scalabilité qu'on peut avoir autour de ça. Et puis, côté offreur de solutions, si on voit une explosion des offres de type CDP-like ou voilà, de data activation, de customer platform, etc., c'est aussi parce que c'est un excellent moyen un excellent relais de croissance pour tous ces éditeurs. Donc, c'est pourquoi aussi on en parle beaucoup. Voilà pour le contexte. J'espère que ça vous va, qu'il est clair. On va passer du coup à une autre question qui est d'essayer de comprendre à quoi sert une CDP. C'est tout bête. Allons-y. Et puis, quelles sont les finalités qu'on va en attendre. Il y a quatre grands axes, 4 grandes fonctions que va opérer une CDP.
Ces 4 grandes fonctions, c'est d'être capable de collecter et de stocker des données de manière centralisée. Parce que vous avez le petit plot à gauche. C'est une première chose, d'avoir toutes mes données clients au même endroit. Une fois qu'on les a, ces données-là, il y a une deuxième dimension très très importante qui va rentrer en jeu, c'est la réconciliation. Donc, Eugénie en a un peu parlé, être capable de comprendre que telle personne est venue depuis son mobile, puis sur desktop, 3 jours plus tard, il a fini par convertir. Il y a un travail de réconciliation à réaliser pour être capable de travailler. Donc, il y a des algorithmes qui rentrent en jeu pour faire cette fameuse réconciliation, qui n'est pas seulement une réconciliation digitale d'ailleurs, qui est une réconciliation entre le on et le off également, voilà, pour construire cette fameuse vue 360. Ensuite, une CDP doit travailler sur la partie activation. Et donc, c'est un des aspects d'une CDP, c'est pas du tout le seul, voire c'est pas forcément l'aspect principal. C'est être capable de scénariser ce qu'on va activer auprès de ses clients et de ses prospects. Et puis, le dernier point, il y a tout un travail d'orchestration autour, enfin, une fois qu'on a ces données en place, et de gouvernance autour de la data. Donc, ce sont deux aspects complémentaires. Donc, orchestrer entre les différentes solutions qui vont faire de l'activation, donc qui vont faire des interactions, qui vont gérer des interactions avec vos clients, et la gouvernance autour de ces données, c'est être capable, même si je peux faire de l'activation ponctuellement avec mon outil d'emailing, par exemple, pour faire tel petit scénario de relance, je ne sais pas, de panier abandonné, c'est très important ou très intéressant de faire passer ce scénario par une CDP à un moment ou à un autre, pour que cette information, juste sur le fait que vous avez activé cette audience-là et quelle est l'audience, en l'occurrence, que vous avez activée, ce soit collecté au niveau de la CDP. Voilà. Donc ça, c'est tout ce dont on va parler autour de la gouvernance. Et les finalités d'une CDP, elles sont très belles, donc je vais y aller rapidement, mais une CDP doit vous aider à mieux travailler votre acquisition, votre fidélisation, votre optimisation et ce qu'on va appeler l'analytics 360. Donc ça sont les 4 grandes familles de cas d'usage qu'on va trouver. L'acquisition, c'est comment je vais chercher des clients, des nouveaux clients. La fidélisation, c'est comment je travaille mes clients existants, comment j'augmente mon panier moyen, etc. Comment je fais en sorte qu'ils ne churnent pas. L'optimisation, c'est comment je fais la même chose, mais pour moins cher, parce que si je caricature. Voilà. Ces 3 familles de cas d'usage sont des familles de cas d'usage autour de l'activation. Et j'ai une dernière famille de cas d'usage autour de l'analytics. Donc, construire ma vue 360 de mes clients, c'est vraiment une finalité en soi. Par exemple, gérer l'effet repos, donc les gens comprendre le repos, donc les gens qui research online et purchase offline, donc qui recherchent en ligne et qui vont acheter en magasin, sont des choses très importantes à comprendre, à suivre dans le temps, qui derrière peuvent justifier un certain nombre de budgets. Voilà. Et c'est pas le seul, c'est l'exemple emblématique. C'est pas le seul. Donc l'idée n'est pas de dire qu'une CDP, vous pouvez pas faire tout ça sans en avoir une, quoique l'Analytics 360, bon courage. Par contre, vous allez le faire de manière beaucoup plus cohérente, beaucoup plus puissante, parce que à la base, vous aurez toutes les données clients dans un même endroit et vous allez le faire de manière orchestrée. Donc, on peut vraiment attendre des vrais gains en termes de ROI derrière. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, passons à la question 4. Quel bénéfice atteindre d'une CDP ? Alors, évidemment, les bénéfices peuvent être différents selon que vous êtes l'annonceur et selon que vous êtes le client final, le visiteur. Donc, au service vraiment du métier des annonceurs, le nerf de la guerre, évidemment, on ne va pas se le cacher, c'est quand même d'augmenter les conversions, d'augmenter le chiffre d'affaires et d'améliorer le ROI. Donc, ça, c'est quand même la première promesse de la CDP et qui est parfaitement remplie. Je ne sais pas si vous avez vu un article du Journal du Net de la semaine qui parle de ça, qui évoque que vraiment les CDP sont rentables puisque le ROI est bien au rendez-vous. Donc ensuite, indépendamment donc de cette question vraiment plus basée sur le chiffre d'affaires, ça va permettre d'améliorer la connaissance client, puisque, comme l'a souligné Benoît précédemment, étant donné qu'on va collecter l'ensemble des sources de données et les réconcilier, on va pouvoir évidemment mieux connaître ses clients, mieux connaître leur parcours et la manière dont ils convertissent. On va pouvoir également créer des indicateurs métiers à forte valeur ajoutée, puisque grâce à une CDP, on peut faire des rapports sur mesure, on peut flaguer des contacts, on peut faire des scores, je pense à des RFM par exemple, enfin on peut vraiment aller très loin selon les indicateurs dont vous avez besoin. C'est aussi ce que permet notre moteur de segmentation via une CDP. On va démocratiser l'accès à la donnée, puisque là aussi, le fait de tout regrouper au même endroit et de pouvoir segmenter dessus nous permet finalement de faire des requêtes de manière assez simple, même si on n'est pas expert en base de données, on peut faire des requêtes très simples pour connaître le nombre de personnes qui ont acheté sur les 3 derniers jours, mes meilleurs acheteurs, quels sont-ils, et ainsi de suite. On va pouvoir activer les données sur tous les points de contact, puisque dans une CDP, étant donné qu'on peut aussi
rapatrier les données de campagne canal par canal, partenaire par partenaire, on va savoir aussi quels sont les points de contact, quels sont les touchpoints qui ont généré une conversion et donc au final créer des segments lookalike sur ces touchpoints-là et activer ces touchpoints en particulier quand on sait qu'ils fonctionnent mieux que les autres. Et puis enfin, on va créer des expériences marketing personnalisées. Donc concrètement, la CDP va vous permettre de gagner du temps, de cerveau aussi, vous permettre d'aider à réfléchir plus vite, puisqu'on a aussi un module prédictif dans la CDP qui permet d'aller au plus efficace et au mieux. Et enfin, au service du client final, là aussi, l'idée, c'est vraiment de permettre à l'utilisateur, au visiteur, de vivre une expérience de marque homogène. Je m'explique vraiment sur ce point. L'idée, c'est de faire en sorte que une fois qu'une personne a acheté, admettons sur un site web, eh bien, on ne la recible pas une heure après via du display, comme on l'a vu beaucoup. Mais c'est vraiment aussi à ça que sert une CDP. Ne pas recibler une personne qui vient d'acheter, ne pas la cibler 18 fois si on voit que finalement, il n'y a pas d'intérêt pour elle à acheter ou si on sait qu'elle achète toujours en magasin. Avoir vraiment cette vision de son canal préféré d'achat aussi permet de ne pas la recibler sur un canal qui ne servirait à rien. Donc vous, ça vous évite des coûts inutiles et puis l'acheteur en tant que tel, évidemment en termes d'image de marque, c'est quand même meilleur et évite une meilleure expérience utilisateur. Donc ça permet d'être contacté de manière pertinente par la marque, puisqu'on va utiliser le canal que moi je préfère en tant qu'utilisateur. Ça va permettre d'avoir accès des informations aussi sur un compte client unique. Donc, ce que ça signifie ici, c'est que la personne, si elle est loguée, on va aussi pouvoir faire en sorte qu'on la connaisse bien, qu'on lui pousse des informations en particulier plutôt que d'autres. Donc là aussi, l'expérience utilisateur est améliorée. On peut apporter via une CDP des expériences digitales personnalisée. Pourquoi ? Parce que comme on dispose de la donnée de navigation en temps réel, cette personne, on sait exactement ce qu'elle fait sur un site web ou sur une application mobile. Donc typiquement, si elle vient de faire un abandon de panier en faisant une visite sur un site web, mais que je ne l'avais pas en base CRM, je ne peux pas la recibler via un email, mais par contre, je peux la recibler en faisant de la personnalisation site web, donc en affichant une pop-in sur le site web ou en faisant là aussi une pop-in si elle est en train de fermer la page qu'elle est en train de visiter, ou à sa prochaine visite, je vais la reconnaître, je vais pouvoir lui afficher tout de suite une page promotionnelle si on sait qu'elle est appétente aux promotions, et ainsi de suite. Voilà. Et puis ensuite, au niveau des expériences in-store, là aussi, le fait de faire du repos, qu'a évoqué tout à l'heure Benoît, permet de savoir que si une personne a fait une recherche sur un site web, par exemple, ou une app mobile, sur une jupe qu'elle a vue 3 fois sur le site, et quand elle arrive en magasin, si elle se logue, et ce qui arrive dans certains magasins, on va vous demander de vous connecter au Wi-Fi, ou on va trouver un moyen de vous loguer, de savoir qui vous êtes, on va pouvoir vous recommander aussi tel produit que vous avez visité 18 fois. Et donc, on peut aussi gérer bien la pression commerciale, puisque on peut faire du retargeting, on peut caper aussi en fonction de tous les canaux, se dire si la personne a déjà reçu 3 emails cette semaine, elle a vu 3 displays, on lui a fait un AdWords, on va peut-être arrêter pour cette semaine. Voilà, et puis la question 5, comment ça marche ? Donc, on a déjà un petit peu évoqué avec Benoît tout à l'heure, mais de manière vraiment fonctionnelle, si on vous affiche le schéma très rapidement, juste pour avoir une idée des choses, on va collecter toutes les données au même endroit, donc les données propriétaires, vos données offline, vos données online, les données CRM, les données email, les données de campagne. On peut bien évidemment ajouter des data partenaires, donc des secondes parties, des third parties par exemple, tout unifié au même endroit dans une base qu'on va disposer chez Commanders Act pour vous, mais c'est votre base, c'est vous qui en êtes propriétaire, mais en tout cas, on va tout regrouper au même endroit, réconcilier via notre RCU, segmenter ensuite, et puis enfin, on va pouvoir activer l'ensemble de ces segments, de ces ciblages, quel que soit le device, quel que soit le canal, quel que soit le levier, et puis également faire de la data vis si vous avez besoin qu'on exporte également ces données vers des outils de data vis pour analyse. Voilà, donc Benoît, je te laisse la parole pour la suite. Yes, question 6. Voilà, une question qu'on a assez souvent, c'est la CDP c'est bien, mais est-ce que c'est pas un nouveau terme à la mode ? Est-ce qu'il n'y a pas déjà plein d'outils sur le marché qui font exactement la même chose ? La réponse est non. Enfin, sinon, il n'aurait pas été inventé, on n'en parlerait pas autant. Mais néanmoins, il est intéressant de faire un peu le point sur les autres technologies pour comprendre un peu les grandes différences. On nous parle souvent notamment de CRM. Voilà. Est-ce que je peux pas faire la même chose avec mon CRM ?
c'est compliqué. Le CRM va centraliser. Et encore, alors attention, là, je vais parler vraiment de la théorie de ces outils-là. C'est-à-dire que dans l'eau, vous avez des solutions qui existent, qui vont officiellement être des DMP, un data lake, et puis qui en fait ont développé quelques fonctions autour de ça qui permettent d'aller plus loin que peut-être la définition très standard de tel ou tel, enfin d'un data lake ou d'un CRM par exemple. Donc voilà, c'est juste en termes de pour resituer un peu le propos. Donc un outil de CRM, dans sa définition la plus commune, va centraliser toutes vos données clients, mais plutôt les données achats. Il va avoir beaucoup de mal à comprendre un comportement sur le digital, et il aura aussi du mal, parce qu'il n'est pas fait pour ça, à avoir des connecteurs avec toute la Terre pour faire du média, de l'email, enfin de l'activation un peu intelligente. Voilà. Par contre, le CRM, il dispose d'un certain nombre de données qui sont très utiles pour la CDP, et donc c'est très important très intéressant d'avoir un lien entre CRM et CDP. Un data lake recouvre cette dimension de centralisation des données. Donc c'est vraiment un endroit dans lequel on va tout déverser. Alors, pour le coup, du coup, plutôt des données brutes. Et en général, les data lakes sont souvent pilotés par des populations qui sont plus IT que marketing. Donc pareil, on se rend compte parfois que l'activation peut être un petit peu compliquée avec un data lake. Et pareil, la compréhension d'un parcours digital, réussir à en tirer quelque chose d'un point de vue métier, est pas forcément très facile avec un data lake. En revanche, de la même manière, une CDP peut interagir avec un data lake et récupérer des données qui sont déjà présentes dans un data lake. Le marketing automation. Alors, il y a des nouvelles générations de marketing automation qui, en tout cas sur le papier, vont dire qu'ils vont être capables de faire de plus en plus de choses et de plus en plus de choses intéressantes en termes d'activation. Avec des petites rigueurs sur votre site web pour faire de la relance un peu intelligente, ce genre de choses. Il n'y a pas que ça. Maintenant, le marketing automation, pareil, je prends vraiment l'acception standard du terme, reste très lié à de l'activation plutôt email. Donc, il y aura moins cette vision omnicanal et pareil, la compréhension fine d'un comportement digital reste compliquée. Et les DMP. Alors, les DMP, par exemple, on en parle beaucoup. Certains vont dire que les CDP sont la nouvelle génération de DMP. On voit que les grands éditeurs de DMP historiques se mettent tous à parler de Customer Data Platform. Et effectivement, les DMP paraissent maintenant un tout petit peu dépassés, même quand je suis un grand spend, même si, pardon, si vous êtes un très gros spender sur du média, les DMP gardent voilà, un vrai intérêt. Mais globalement, les DMP sont pas forcément temps réel. Elles sont d'abord orientées sur du cookie, donc pas forcément sur l'individu. Et donc, elles n'ont pas cette ouverture sur l'omnicanal et de l'activation avec tous les canaux que vous avez à disposition, comme pourrait l'avoir une CDP. Voilà, on peut passer au slide suivant. Et alors, si on reprend le petit schéma que je vous ai présenté sur les 4 grandes fonctions que doit recouvrir une CDP, on va trouver des petits points de recouvrement, mais la grande globalité de la CDP, ça reste vraiment très unique. Ou alors, si vous pensez pouvoir faire la même chose avec un autre outil, ça veut dire que votre outil, clairement, c'est une CDP, ou en tout cas, ça en est très proche. Cette notion de centralisation des données clients, moi j'en ai parlé, voilà, un data lake va pas être très loin sur la centralisation des données, mais vraiment au sens de la collecte et du stockage de ces données. Maintenant, le data lake va pas être capable, par contre, de centraliser, ou en tout cas de comprendre de manière aussi fine un comportement sur le digital. Sur la partie activation, on va avoir des outils, alors certains outils qui sont vraiment dédiés à l'activation, ils sont vraiment là pour faire uniquement de l'activation. Et puis les outils de marketing automation, par exemple, vont typiquement, enfin leur rôle, c'est de faire de l'activation et de l'activation qui soit de plus en plus intelligente. Néanmoins, il y aura un peu de recouvrement avec ces outils-là sur cette partie-là. Néanmoins, la vision 360 que la CDP va apporter, ils ne l'auront pas. Ou en tout cas pas du tout de la même manière, pas avec la même granularité. Et puis il y a 2 autres blocs qui sont quand même beaucoup plus compliqués à atteindre avec d'autres types de solutions. C'est cette notion de réconciliation en omnicanal que va apporter une CDP ou de RCU dont a parlé Eugénie. Et puis cette orchestration, mais vraiment, j'allais dire universelle et gouvernance autour des données, donc, autour de cette fameuse vue 360. Pareil, ça c'est uniquement la CDP. Enfin, aujourd'hui, telle qu'elle est définie, par exemple, par le Gartner ou le CDP Institute, qui va être capable de l'apporter. En tout cas, d'avoir une largeur de vue aussi grande que ce qu'on pourrait souhaiter. Seule la CDP va vous l'apporter. Et puis, au final, être capable d'adresser ces 4 grandes fonctions-là, c'est vraiment l'idée d'une CDP aujourd'hui. Et si vous êtes capable de le faire avec un autre outil, bon, c'est que votre outil, clairement, je l'ai déjà dit, pardon, je me répète, limite, vous pouvez l'appeler une Customer Data Platform. Voilà.
Question 7, on va s'intéresser au cas d'usage. C'est une question très très récurrente de la part de nos clients également. Qu'est-ce que je peux faire avec ma CDP? Donc, on va voir qu'il y aura 2 très grandes familles et je vais vous proposer plusieurs manières de classifier ces cas d'usage. Pas juste pour vous donner des idées de cas d'usage en tant que tel, et je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque cas d'usage, mais vous donner une idée d'une manière de penser ces cas d'usage et donc derrière de les prioriser si vous avez envie de vous lancer dans un projet autour d'une Customer Data Platform. Voilà. Ça reprend les 4 finalités que je vous ai présentées tout à l'heure. Donc, c'est une excellente manière de classifier ces cas d'usage. Donc, des cas d'usage autour de l'acquisition, comment je fais pour aller chercher des nouveaux clients, de la fidélisation. Donc, j'ai des clients existants, comment je fais pour faire en sorte qu'ils ne partent pas ailleurs ou qu'ils ne résilient pas le service ou pour augmenter le panier moyen, par exemple. Autour de l'optimisation, donc comment je vais faire mieux avec moins de budget, comment je vais optimiser mes budgets d'acquisition, par exemple. Mais l'idée n'est pas d'aller chercher de nouveaux clients, mais de le faire de manière plus intelligente. Et puis une dernière grande famille de cas d'usage qui est la partie analytics. Donc, comment mettre en œuvre le repos, par exemple, comment justifier un budget en magasin, un budget digital, sachant que ce budget sur le digital va peut-être me rapporter en magasin. Bon, c'est un exemple typique. Il y a plein de choses autour simplement de l'analyse de vos données une fois que vous les avez centralisées. Voilà. Donc ça, c'est une première manière de classer ces cas d'usage, sachant que ce n'est pas une science exacte. Hein. Il y a des cas d'usage qui vont être à la frontière entre l'acquisition et la fidélisation, par exemple, qui vont faire à la fois de l'acquisition, mais tout en optimisant un certain nombre de choses. Enfin, voilà. Ça peut rester tout à fait poreux. Et on a d'autres propositions dans la manière de classer les cas d'usage. Alors, il est déjà 37, on a déjà un peu dépassé. On va essayer d'aller très, très vite. Voilà. Donc, ça, c'est ce que propose, par exemple, le CDP Institute. Donc, eux, ils ont quelques grandes familles, du type delivery, real-time, predictive, analysis, et comment j'assemble et je gère la qualité de mes données, et comment je travaille l'omnicanal. Donc, voilà, on pourra... Vous pourrez retrouver cette présentation-là et on vous le renverra. Et puis, une autre famille, il y en a 2 autres, en vérité, que nous, on a travaillé aussi. Alors, vous allez avoir des cas d'usage orientés ROI, des cas d'usage orientés vraiment personnalisation, comment j'améliore mon expérience client, et puis des cas d'usage orientés data, donc qui se rapprochent un peu des cas d'usage que j'ai qualifiés d'analytics ou de vue 360 tout à l'heure. Et pour finir, une autre manière de réfléchir à ces cas d'usage ou de les penser, c'est de les classifier, pourquoi pas d'une autre manière. Donc, par exemple, par canal. Quel est le canal d'activation que je veux utiliser le plus possible ou sur lequel je suis un peu en manque. Faire du média, par exemple, où je vais travailler essentiellement du cookie, faire du social, de l'email, du push notification, de la personnalisation sur mon site en utilisant des outils de perso comme Chameleon, AB Testy, par exemple, avec lesquels on a des connecteurs. Etc. Des cas d'usage avec des call centers, un connecteur Kiamo par exemple, pour faire de la relance téléphonique suite à la captation d'un certain type de comportement et sur lequel vous avez réussi à récupérer un numéro de téléphone par exemple, et puis pouvoir les relancer. Tiens, vous êtes intéressé par nos offres, qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas allé au bout, est-ce que je peux vous aider, est-ce que vous avez des questions, etc. Voilà. Et les interactions point de vente également, ou en agent. Voilà, ça peut être une manière de travailler. On peut travailler par ID. Voilà, quel ID j'ai à disposition pour tel ou tel type de client ou de prospect? Est-ce que j'ai qu'un cookie? Est-ce que j'ai un email? Est-ce que j'ai un ID mobile, etc. Donc ça peut vous permettre de penser les cas d'usage. Vous pouvez travailler la complexité. Donc vous allez avoir des cas d'usage faciles à mettre en œuvre et qui vont vous rapporter quand même un ROI assez intéressant. Donc on va travailler des cas d'usage quick win versus des cas d'usage beaucoup plus compliqués à mettre en place, mais avec un gros ROI ou un ROI moyen, etc. Donc vous allez pouvoir penser les cas d'usage de cette manière, ou par cible. Voilà. Je veux travailler telle cible chez moi, de prospects ou de clients. Qu'est-ce que j'ai à disposition sur ces prospects, ces clients, et donc du coup, comment les travailler. Voilà. Ce sont des propositions, c'est pas une science exacte du tout. Et d'ailleurs, on n'est pas une agence. Notre métier, c'est d'abord d'apporter une technologie, mais on a quand même, par notre expérience, et puis on a quand même une vraie offre de consulting là-dessus, plutôt très pragmatique. Hein, on ne va pas vous accompagner sur une vue ROI à 10 ans ou à 5 ans même. L'idée, c'est d'être très pragmatique sur la proposition de cas d'usage. Et donc, ça peut quand même aider pas mal de clients à avancer. Et je laisse la parole à Eugénie. Merci, Baudouin. Donc, question 8. Quel ROI tiré d'une CDP? Alors, on vous donne quelques exemples sur des clients qu'on a pu accompagner et qu'on accompagne encore via notre CDP. Donc, MoneyOne, notamment, qui
niveau de l'activité, hein, c'est tout ce qui est investissement en épargne immobilière, qui, en utilisant notre CDP, a pu avoir une meilleure vue de tout son parcours client. Donc justement, que se passe-t-il en termes de navigation online, ou par quelle source de données arrive, enfin par quel canal ou quel partenaire arrive à mes prospects, mes clients. Et cette meilleure connaissance a permis vraiment d'optimiser les leviers de conversion et surtout d'améliorer les conversions. Donc ici notamment, on a eu plus 13% de clients versus sans CDP. Et on a eu un panier moyen augmenté de plus 16%. Voilà, donc, vous voyez, Benoît qui nous précise que on a un playbook, un CDP pour avoir effectivement beaucoup plus de cas d'usage. Ensuite, pour un autre exemplaire Meter, donc là, on n'est plus du tout sur de la notion vraiment de conversion en termes d'achat, mais on est sur du recrutement. Donc l'objectif, le besoin de l'Armeter est de recruter jusqu'à 17 000 personnes par an sur des cycles très larges, puisqu'on est sur du 15-25 ans, et pour tout type de poste. Donc, exercice très compliqué. Et grâce à la CDP, on arrive là aussi à mieux connaître les audiences, à regarder ce qui se passe en temps réel sur le site internet, sur quelle page de recrutement, sur quel poste la personne a fait une visite, et ainsi de suite. Et donc, on arrive vraiment à améliorer le taux de conversion par 2, enfin on multiplie par 2, et surtout, là on ne l'a pas écrit ici, mais on divise aussi par 2 le coût de chaque recrutement. Donc sur 17 000 personnes divisé par 2 un coût de recrutement, vous pouvez imaginer le chiffre que ça représente. C'est absolument considérable. Et enfin, Crédit Mutuel, par rapport à l'exemple qu'on donne ici, donc Crédit Mutuel qu'on ne présente pas, l'idée ici est vraiment d'avoir un objectif de faire revenir les clients en agence. Autre objectif, c'est vraiment d'identifier ce qui se passe sur le site internet en fonction de pages visitées. Donc si un client est déjà client assurance auto qui visite une page assurance habitation, comment faire en sorte de le recibler. Il en va de même par rapport à un formulaire de demande de simulation de crédit qui peut être fait sur le site. Ce formulaire est abandonné avant la fin. Toutes ces infos, on peut les collecter et les renvoyer vers le call center de Crédit Mutuel pour que ces personnes soient contactées en direct. Et ça a permis d'avoir plus 22% de prise de rendez-vous et plus 37% de conversion sur les contacts. Donc là aussi, c'est quand même considérable. Voilà, donc la question suivante, quels sont les prérequis techniques et business? Donc là, on a essayé d'y répondre de manière assez simple pour que ce soit facile à appréhender. Au niveau technique, la base quand même malgré tout, c'est de disposer d'un CRM ou en tout cas d'un data lake, avoir quand même les données regroupées quelque part, au moins des données de clients avec des adresses email par exemple. Et puis en fonction des contextes business, ça peut être également d'avoir un RCE. Mais si vous n'en avez pas, j'ai envie de vous dire, c'est pas grave puisque nous avec Chose Commander, on peut aussi faire office de RCE pour vous aider ici. Et puis un autre prérequis, alors c'est pas obligatoire, mais vous pouvez quand même aussi avoir besoin d'utiliser les données de navigation. C'est vrai que c'est aussi l'avantage d'une CDP, c'est d'avoir toutes les données de navigation en temps réel qui remontent dans la CDP. Donc vraiment en termes de connaissances clients, en termes de connaissances prospects et de ciblage, ça permet d'aller vraiment très très loin. Et puis ensuite, au niveau business, le prérequis, évidemment, c'est d'avoir besoin d'améliorer ses conversions, donc que ce soit en termes de chiffre d'affaires, en termes de rendez-vous, de nombre de devis, de recrutement. Tout dépend bien sûr de ce que représente une conversion pour vous, mais dès lors que vous voulez bien sûr augmenter vos conversions, une CDP peut être nécessaire. Pareil pour la satisfaction client, ou pour répondre à un besoin donné en termes d'image de marque. Donc là, l'idée, c'est de réfléchir autour de cas d'usage. Et puis, un autre prérequis, ça peut être d'être arrivé au bout de vos outils actuels. Si vous avez un outil de marketing automation, vous ne pourrez pas, en général, avoir des données de navigation de temps réel. Les avoir au sein d'une CDP peut vraiment changer la donne. Voilà. Je laisse la parole à Benoît. Je trouve qu'on n'est pas très en avance. Non. Alors, par quoi commencer? Je vais aller vite. On est à la question 10, donc on arrive quand même au bout. Il y a, selon nous, une manière intéressante de se poser la question de comment avancer, c'est d'abord de distinguer deux grands cas de figure. Et nous, c'est vraiment ce qu'on rencontre chez nos clients, nos prospects. Voilà. On a d'un côté des gens qui ont déjà des cas d'usage, donc soit d'activation, soit d'analyse, et qui veulent, qui ont besoin de la technologie pour les mettre en musique. Donc dans ce cas-là, ce qu'on commence par travailler, c'est un schéma d'architecture, c'est-à-dire de quelles données j'ai besoin, où est-ce que je vais la chercher, comment je réconcilie tout ça pour m'assurer que les cas d'usage que j'ai définis, je vais être en mesure de les réaliser. Limite, c'est le cas le
le plus simple et qui en fait, quelque part, démontre déjà d'une certaine, j'allais dire maturité, mais voilà, c'est-à-dire que le client en face a déjà pris du temps pour réfléchir au sujet. Et puis, deuxième grand cas de figure, c'est quand ces cas d'usage sont pas encore clairement définis, mais par contre, il y a une vraie attente et un vrai besoin autour de la centralisation de ces données et du coup d'une mise en place d'une relation peut-être un peu plus intelligente, un peu plus personnalisée avec ses clients. Donc dans ce cas, c'est ce par quoi on va commencer. En général, ce sont plutôt les scénarios. Voilà. Donc qu'est-ce que vous avez besoin d'analyser? Donc on parle du repos encore une fois, voilà, pourquoi pas. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Et sur la base de ces cas d'usage, on va travailler la mise en place, sachant que dans tous les cas, il y a j'en parlais au tout début, mais un besoin absolument vital qui est vraiment la base, bien que tous nos clients ne l'aient pas tous et qu'ils ils ont quand même des cas d'usage très, très, très intéressants, mais c'est de réconcilier son CRM et ses données digitales. Donc, dans 80% des cas, on peut commencer par ça, même si on n'a pas mis à plat tous les cas d'usage. Voilà. Et l'idée après, c'est d'avancer ensuite pas à pas et de déployer les différents cas d'usage au fur et à mesure. En général, on va commencer par 1-2 cas d'usage qui vont faire la preuve de la CDP, des capacités techniques à les réaliser. Et puis on a, nous, très, très classiquement, ensuite des clients qui vont en plus, en parallèle, prendre beaucoup d'autonomie sur la solution. C'est pas systématique, mais ça arrive souvent. Et qui vont, derrière, s'amuser à déployer autant de cas d'usage qu'ils veulent. Voilà. On arrive au bout. Jenny, c'est pour toi, ça? Allez. Tout à fait, merci beaucoup. Donc en conclusion, effectivement, après ces 10 questions auxquelles nous avons tenté de répondre au mieux, voilà, l'idée c'est vraiment de se dire qu'il faut partir d'un besoin identifié, c'est quand même plus simple. Alors c'est pas obligatoire, hein, on peut vous accompagner bien évidemment à réfléchir à des use cases, mais si vous avez déjà voilà, des use cases auxquels vous pensez, vous avez déjà des outils que vous avez utilisés à fond, tordus dans tous les sens, et ça ne vous permet pas de répondre à vos use cases, là, ça signifie vraiment que c'est le moment d'aller un peu plus loin et de penser à la CDP. Donc l'idée, bien sûr, ensuite, c'est de valider avec nous la faisabilité technique en avance de phase, mais même avant même de déployer quoi que ce soit. L'idée, c'est d'en discuter avec nous pour justement définir quels sont les partenaires qui seront activés dans le cadre de ce cas d'usage, de quel outil je dispose, quelle est la donnée exploitable, comment je gère au niveau consentement RGPD. Voilà, donc nous, l'idée, c'est de discuter avec vous de ces points-là et de valider avec vous que les cas d'usage sont bien faisables, notamment aussi en termes de volume. Ensuite, ça va être d'ordonnancer le déploiement de ces cas d'usage selon vos enjeux. Donc, on va prioriser bien sûr les cas d'usage qui vont potentiellement vous rapporter le plus de chiffre d'affaires possible pour commencer aussi avec des choses plus intéressantes. Il est important également d'avoir un ambassadeur de votre côté sur ce projet. J'évoque ça puisque c'est vrai que quand on a beaucoup d'équipes, plusieurs services qui ne travaillent pas toutes forcément ensemble de manière habituelle, c'est vraiment important qu'une personne soit vraiment l'architecte, le chef de projet en interne chez vous sur ce sujet. Ensuite, l'idée, c'est de pouvoir communiquer au mieux entre vous et nous, et puis peut-être les autres partenaires avec lesquels vous travaillez sur une CDP via des copies, par exemple, pour justement être certain que vos cas d'usage sont bien suivis dans le temps, que pour mettre en place de nouveaux cas d'usage, vous soyez bien accompagnés par nos équipes, de sorte à ce que la CDP vive aussi dans le temps, puisque l'idée en déployant ce type d'outils, c'est aussi de pouvoir ajouter des cas d'usage dans le temps. Voilà. Et puis surtout, on sera là pour veiller à la maîtrise budgétaire tout au long du projet, même avec des nouveaux cas d'usage. C'est vrai qu'avec Commanders Act, vous n'avez pas de coût en plus en utilisant d'autres cas d'usage avec la CDP. Voilà. Donc je vais m'arrêter là puisque c'est vrai qu'on est un tout petit peu en retard. On a vraiment tenté de répondre aux questions en temps réel pour essayer justement de gagner du temps et ne pas vous retenir tellement plus longtemps. J'ai l'impression qu'on a quand même une autre question, Benoît. Ouais. Alors, je vais l'afficher, du coup, c'est la dernière question à laquelle on n'a pas répondu. Donc, quelle échelle budgétaire pour la mise en place d'une CDP? Quelle est la durée du projet? Pour y répondre, alors au niveau vraiment de la mise en place d'une CDP, en fait, j'ai envie de vous dire, tout dépend déjà du nombre de sources dont vous allez avoir besoin, tout dépend des partenaires que vous voudrez activer, du nombre de cas d'usage, et puis surtout de comment on travaille. Est-ce qu'on commence à tout mettre en une fois dès le départ, ou est-ce qu'on commence avec un cas d'usage, 2 cas d'usage, 3 cas d'usage? Donc j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de vraie bonne réponse. Néanmoins, nous on essaie quand même d'aller vite, d'avoir des choses packagées. On sait qu'avec telle source, formatée comme ci, comme ça,
on va quand même pouvoir mettre en place par défaut 3 cas d'usage et ça va prendre 1-2 mois, 3 mois grand maximum. On peut être sur des setups un peu plus longs parfois lorsqu'on a vraiment beaucoup de cas d'usage, beaucoup de sources, mais en 1 ou 2 mois, on peut déjà commencer à faire 1 ou 2 cas d'usage assez rapidement. Oui, vas-y Benoît, je t'en prie. Oui, ce qui est intéressant aussi à voir, et je crois qu'il est assez unique nous concernant sur le marché, sur cette partie-là, on a deux grandes approches pour mettre en place la CDP commercialement, pardon, j'entends, avec nos clients. On a des gens qui nous achètent la suite globale. Donc, ils achètent une licence et derrière, ils sont effectivement pratiquement illimités pour faire tout ce qu'ils veulent. Donc, autant d'utilisateurs, autant de scénarios et à peu près autant de connecteurs qu'ils le souhaitent. Et puis, on a d'autres clients qui soit ont besoin d'avancer pas à pas, soit ont une vue très précise sur quelques cas d'usage qu'ils ont envie et besoin de faire à court, moyen terme. Et dans ce cas, plutôt que de vendre une licence totale et plutôt illimitée, on vend des cas d'usage, des flux. Et dans cette optique-là, quand on avance de cette manière, on a la question sur le budget. Honnêtement, sur 1, 2, 3 flux, alors il faut regarder quand même les volumes. Hein, si derrière je relance, 5 millions de clients, c'est pas la même chose que si j'en ai 200 000. Donc on aura un peu plus de données à traiter. Mais globalement, on peut avoir des budgets qui, sur 1, 2, 3 cas d'usage, peuvent être potentiellement très attractifs. Et des clients qui, on a certains clients, ils ont mis en place 3-4 cas d'usage, ils se sont arrêtés là pour l'instant. Et ils vont payer à moins de 2 000 euros par mois. On commence déjà à avoir 1, 2, 3 cas d'usage, donc ça va dépendre des volumes, de pas mal de choses, qui vont tourner et potentiellement le client peut s'arrêter là. Voilà, donc deux grandes approches qui sont intéressantes à voir. Et je crois qu'on est un peu unique sur le marché à proposer ça. Voilà, écoutez, merci à tous. Ce qu'on vous propose, c'est que vous aurez à disposition le replay du webinaire si vous le souhaitez et la présentation. N'hésitez pas non plus, si vous avez la moindre question, si vous voulez échanger sur ce sujet passionnant, à nous écrire, moi ou Benoît. On sera ravis de pouvoir vous répondre sur toutes les questions. Donc, merci beaucoup à tous. Merci Benoît. Et puis, à bientôt pour la rentrée, après l'été. Bonnes vacances. À bientôt. Merci, à bientôt.